Nous sommes rentrés dans l'ère de l'après-pétrole. Dominique de Villepin. Bonsoir, c'est un sujet qui nous concerne tous, que nous allons traiter ce soir. Ça ne vous a pas échappé, vos dépenses de transport et de chauffage ont littéralement explosé depuis 2 ans. Le prix de l'essence a bondi de 20% depuis 2003. Le super a même franchi le cap symbolique des 1,50 €, 10 francs le litre pendant quelques jours au mois de septembre. Le gazole a grimpé de 40% en 2 ans. Mais le plus spectaculaire, c'est le fioul, puisqu'il a augmenté de 70% depuis 2003. À qui la faute? Au pétrole, puisque le prix du baril est aujourd'hui autour de 60 $. C'est 3 fois plus qu'il y a 4 ans. Le pétrole n'a jamais été aussi cher, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que le pétrole est partout dans notre vie. Il y en a dans la moquette, dans les CD, dans les chewing-gums, mais aussi dans le plastique. Savez-vous qu'il faut 40 centilitres de pétrole pour fabriquer une bouteille d'eau minérale et qu'il en faut 7,5 litres pour faire un pneu? Alors est-il possible de se passer de l'or noir? Comment peut-on réduire sa facture malgré la flambée des prix? Faut-il se préparer à rouler ou se chauffer autrement? Sommaire. Cette usine de poêle à bois a frôlé le dépôt de bilan. Et puis cette année, c'est la résurrection. J'en fabrique beaucoup, donc ça se vend bien. Chauffage au bois ou panneaux solaires, avec le prix du fioul qui explose, comment réduire sa facture? Quand Thomas achète de l'huile, c'est par cartons entiers. Et tenez-vous bien, c'est pour la mettre dans le réservoir de sa voiture. Remplacer son diesel par de l'huile de colza ou de tournesol, il paraît que ça marche et que ça coûte moins cher. 0,70 centimes d'euros le litre. Alors demain, roulera-t-on tous à l'huile de cuisine? Il se déplace en avion privé. Ce fils d'agriculteur brésilien est devenu un roi du pétrole, ou plutôt de la canne à sucre. Car là-bas, les voitures roulent à l'alcool de canne, moins cher et moins polluant. Allez, venez à la maison. Qui sont ces nouveaux milliardaires? Leur carburant vert va-t-il arriver chez nous? C'est l'histoire d'un petit village du centre de la France qui n'attirait plus grand monde. Et puis un jour, elles sont arrivées, des éoliennes. Depuis, au village, on bénit le vent. On commence quand même de ressentir les retombées touristiques malgré tout. On a eu du monde, mais on a beaucoup plus de passages. Des projets comme celui-ci, il y en a partout en France. Mais à chaque fois, ils font polémique. Alors, le vent remplacera-t-il un jour le nucléaire ou le pétrole? Voilà le sac bretelle traditionnel. Celui qui fait l'objet de toutes les critiques aujourd'hui. Pratique mais polluant, les sacs plastiques devront avoir disparu dans 5 ans. Pour les remplacer, des chercheurs ont créé le sac à base de maïs biodégradable et la bagarre pour les refourguer aux commerçants a déjà commencé. On le disait il y a un instant, plus que les carburants, ce sont surtout les notes de chauffage qui ont augmenté avec les prix du fioul et du gaz. Une flambée qui touche 2 Français sur 3 aujourd'hui. Résultat, à l'approche de l'hiver, de plus en plus de gens se tournent vers d'autres types de chauffage pour réduire leurs factures, comme les panneaux solaires ou les bons vieux poêles à bois. Alors, ces solutions sont-elles vraiment moins chères? Sont-elles efficaces? C'est un reportage de Claire Wimberg. À quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, le propriétaire de cette grande bâtisse va avoir une mauvaise surprise. Monsieur Stora, bonjour. Comme un foyer sur 5, Monsieur Stora se chauffe au fioul. Ce matin, le livreur vient remplir sa cuve. Mais depuis sa dernière visite il y a 1 an, le prix du litre a quasiment doublé. La facture est salée. Ça vous fait rire? De toute façon, hein, je ne peux pas faire autrement. Il l'a rempli. Il a rien pour le retirer, t'as rien. Non, quand même. C'est la cause de la dépense. Vous voulez le mettre en route? Ouais. Enfin, au prix où c'est, on ne voudrait pas abuser, mais... Avec cette chaudière installée à la cave, Monsieur Stora chauffe les 300 mètres carrés de sa maison. Voilà. Et cette année, le fioul va lui coûter une fortune, 900 € de plus que l'an dernier. Alors, il y a une solution, c'est de supprimer les radiateurs et de mettre des couvertures. Voilà. Si vous êtes d'accord. Vous ressemblez à des petits esquimaux.
Bonne journée. Merci à vous. Des factures de chauffage qui explosent, ça concerne tout le monde. En 5 ans, le prix du fioul a fait un bond de près de 70%. Le gaz, lui aussi, a augmenté, plus 50%. Quant à l'électricité, la hausse n'a été que de 4%, mais ça reste tout de même la source d'énergie la plus chère. Du coup, les Français cherchent à réduire la facture. Une aubaine pour tous ceux qui proposent des solutions alternatives. La foire d'Orange en octobre, dans le sud de la France. On y vend tout ce qu'il faut pour équiper sa maison. Il n'y a pas foule, sauf sur quelques stands. Eh ben, venez voir. Allez, venez vous asseoir. Ce qui attire les visiteurs, c'est l'espoir de trouver du chauffage moins cher. Avoir les installations. Parce que le fioul est trop cher, le gaz augmente, l'électricité aussi. Maintenant, ce qu'on est en train de chercher, c'est de faire un maximum d'économies. C'est pour ça qu'on s'intéresse un peu aux énergies d'abord nouvelles, moins chères, et puis peut-être moins polluantes pour l'environnement. Le tuyau qui fait avant de réparer. Moins cher, moins polluant, ce sont les arguments des vendeurs de cheminées, de climatiseurs ou de panneaux solaires. Ça par 0,07 centimes d'euros. Schémas à l'appui et calculatrices en main, 1233 francs. ils garantissent des réductions de factures très alléchantes. Final, comme on a besoin d'air pour fournir. Sachez que notre matière première est gratuite. Alors pour vous donner une image vaut 1000 mots, ça veut dire que pour 1 kWh consommé, on va vous en restituer 4 sous forme de chaleur, d'accord? Ce qui veut dire que quelque part, je vous donne 10 euros, vous me donnez 10 euros, je vous en donne 40. Alors, que valent ces promesses? Peut-on aujourd'hui facilement réduire ses factures d'eau chaude ou de chauffage? Les routes de Provence, Guy Panhard les parcourt tous les jours. Cet ancien technicien dans les télécoms s'est lancé dans les panneaux solaires il y a 3 ans. Aujourd'hui, il en vend dans toute la région. On est plein jusqu'à la fin de l'année. Donc ça fait à peu près, on a 3 mois de commande. Donc ce qui est vraiment assez récent parce qu'il y a encore 6 mois, c'était pas du tout le cas, quoi. Là, ça va vraiment exploser et on va Vous allez faire fortune. J'espère. C'est le but. Guy Panhard a rendez-vous ce matin sur un chantier. Ses ouvriers sont en train d'installer un chauffe-eau solaire dans cette belle maison. Il a promis au propriétaire des lieux, M. Reynaud, que grâce à ces panneaux, il économisera 75% sur sa facture d'eau chaude par rapport à un chauffe-eau électrique classique. Donc voilà les fameux capteurs solaires. Et voilà, c'est donc un capteur solaire, donc 10 caissons. Donc ça fait 2 mètres carrés, 2 mètres de hauteur sur 1 mètre de large. Kilo 40 kilos. Pour installer tout le système, c'est un gros chantier. Si tu passes à droite, toi, de côté là-bas. Oui, mais après, tu le prends comment, là, le virage? Je sais pas. Cela fait déjà 3 jours que ça dure. Le panneau, une fois sur le toit, doit être relié à l'autre bout de la maison, au ballon d'eau chaude. 15 mètres de raccordement, des trous dans tous les murs. Problème, les ouvriers de M. Panhard n'ont pas percé au bon endroit. En fait, c'est ça, il a peur. En touchant celle-là, et celle-là. Putain, merde. Ah, fait chier. Ouais. Oui. Je voulais qu'au lieu de faire le trou là, on le fasse plus près du mur. Mais c'est trop tard, il a été fait le trou. Il va être refait. N'est-ce pas? De suite, je veux dire. Et rebelote, le même trou, mais à 20 cm d'écart. Il faut maintenant passer le tuyau de raccordement à travers tous les étages. C'est bon? Vas-y, pousse. Poussière et gravats garantis. Le propriétaire des lieux ne quitte pas les opérations des yeux. Le coup de là-haut. Tout vérifier? Ouais, il vaut mieux être là. Reste ensuite à peaufiner les fixations et réparer les dégâts. Donc là, voilà, une tuile qui était cassée. Après 3 jours et demi de travaux, c'est terminé. Monsieur Reynaud va pouvoir produire son eau chaude gratuitement grâce au soleil. Vous en pensez, monsieur Reynaud? Je trouve que l'impact visuel est tout à fait acceptable. Il est certain que c'est une satisfaction de toute façon, parce que le soleil est rentré dans la maison, d'une autre manière. Impeccable. Comme monsieur Reynaud, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir des panneaux solaires sur le toit de la maison. Une aubaine pour les installateurs. Cette année, 10 000 chauffe-eau solaires ont été posés, 10 fois plus qu'il y a 5 ans.
Mais combien cela coûte-t-il ? L'un des derniers clients que Guy Panhard a démarché, c'est Monsieur Pécou, un viticulteur à la retraite. Entre eux, le marché était presque conclu. La maison de Monsieur Pécou avait tout pour accueillir des panneaux solaires. Donc voilà, les panneaux solaires, on les mettrait là, alors, dans l'angle en haut à droite. C'est un toit qui s'y prête parfaitement ? Oui, parce qu'en fait, c'est exposé en fait plein sud. Et en fait, il n'y a aucun masque, c'est-à-dire aucune zone d'ombre du matin au soir qui viendrait gêner l'ensoleillement des panneaux solaires. Un emplacement idéal. Et question prix, Monsieur Pécou était prêt à signer. Comme le solaire c'est écolo, il existe plein de subventions. Alors même si le devis s'élève à un peu plus de 5 000 €, en réalité, ça coûte beaucoup moins. Donc sur ce montant-là, donc il y a des aides à déduire. Il y a les 700 € donc de la région PACA. Il y a les 700 € du Pays d'Aix. Et après, vous avez aussi donc un crédit d'impôt, donc 40%. Donc en fait, au final, votre installation solaire vous coûte, lorsqu'on fait le calcul de tout ça, à peu près 2 400 €. À 2 400 € l'installation, l'investissement sera rentable au bout de 10 ans. En fait, Tout semblait convenir à Monsieur Pécou, mais il a eu un gros pépin. Il a appris qu'il n'avait pas le droit de toucher à sa toiture. En cause, ces ruines là-haut sur la colline, un ancien château. Voilà l'emplacement du château fort tel qu'il était, 15e siècle. Il ne reste pas grand-chose, hein ? Et non, effectivement, c'est tout ce qui reste du château. Il n'y a que des ruines, mais toute la zone est protégée par les responsables du patrimoine. Interdiction d'installer des panneaux solaires. Pour réduire sa facture d'énergie, Monsieur Pécou va devoir trouver une autre solution. Le bois, un moyen de chauffage vieux comme le monde, qui après des années de déclin fait son grand retour. Dans cette entreprise qui fabrique des bûches, c'est l'effervescence. La demande a cru de 35% par rapport à l'an dernier. L'hiver n'a même pas commencé, que déjà les stocks sont bien entamés. Le stock, il est pour ainsi dire inexistant, puisque vous voyez, on a ici une capacité de stockage sur cette dalle de 2500 stères et il doit en rester globalement 150 ou 200. Donc on est vraiment sur le minimum du minimum, puisqu'après ça voudrait dire que nous n'avons plus rien. Les vendeurs de bûches se frottent les mains. Pour d'autres, ça tient carrément du miracle. Direction plein nord, Charleville-Mézières dans les Ardennes. Dans cette usine qui fabrique des appareils de chauffage, c'est la résurrection. Il y a 4 ans, l'entreprise était au plus mal. 300 personnes ont été licenciées. Aujourd'hui encore, certaines chaînes sont à l'arrêt. Elle marche pas, celle-là ? Non, la ligne poêle fioul, comme vous vous en rendez compte, est arrêtée. Les ventes de poêle fioul sont moins dynamiques cette année que l'année dernière. Ça, c'est incontestable. Mais le patron a le sourire. Car à l'autre bout de l'usine, ça tourne à plein régime. Faire attention parce que c'est des choses qui coupent. Et ce qui relance l'entreprise, c'est le bon vieux poêle à bois, bien connu de nos grands-mères. Ça se vend bien, ça ? Apparemment. J'en fabrique beaucoup, donc ça se vend bien. La demande est telle qu'en ce moment, les ouvriers travaillent 49 heures par semaine. Le patron a dû recruter dans l'urgence 40 intérimaires et ça ne chôme pas. Vous travaillez ici depuis quand ? Ce matin. Déjà au boulot ? Même à 1500 ou 2000 € pièce, les clients se les arrachent. Les commandes ont doublé par rapport à l'an dernier. Il faut dire que se chauffer au bois, c'est ce qu'il y a de moins cher. La famille Nélissen s'est convertie au bois il y a 4 ans. La cheminée chez eux, ce n'est pas que pour les soirées romantiques. Je disais, vous voyez, ici, c'est pareil. Nous avions un radiateur qu'on a retiré, qui ne servait plus, à cause de la cheminée, bien sûr. Plus de radiateur, la cheminée chauffe les 120 mètres carrés de la maison. Dans les chambres. Quand le séjour est bien chaud, bien sûr, la chaleur vient se diffuser dans les chambres sans problème, quoi. Et effectivement, ici, c'est pareil. Le tout, c'est de laisser les portes ouvertes, bien sûr, c'est un fait. Jacques dépense 260 € par an pour le bois. C'est 5 fois moins que la facture moyenne de chauffage en France.
Les prix du pétrole qui augmentent ne touchent pas que le chauffage, mais aussi le carburant. Lorsqu'on regarde l'évolution des prix depuis 2 ans, on s'aperçoit qu'en 2003, le litre de sans-plomb coûtait 99 centimes d'euros. Aujourd'hui, il coûte 1,19 €. Le litre de diesel, lui, coûtait 78 centimes d'euros. Aujourd'hui, il coûte 1,08 €. Malgré cette flambée, certains automobilistes ont trouvé le moyen de réduire considérablement leur note de carburant. Ils font jusqu'à 30% d'économie sur leur plein d'essence. De quelle façon ? Eh bien regardez, ce n'est pas très compliqué, mais est-ce vraiment sans risque ? C'est un reportage de Frédéric Audran. Attention, ce n'est pas très ragoûtant. Ça, c'est l'huile de friture. D'abord, filtrer une huile usagée avec les moyens du bord. Là, l'huile est d'une belle qualité. Éliminez ensuite les morceaux de graillon qui baignent encore dedans. C'est des bouts de frites, des bouts de beignets. Et voilà la combine de Florent, un jeune ingénieur pour rouler pas cher. Car sa mixture répugnante va lui donner du carburant. Bon, maintenant, on va faire le plein. Allez, hop. Ça va démarrer, vous êtes sûr ? Hein ? J'en suis sûr, vous allez voir. Et voilà. Ça roule ? Ouais, ça roule, ouais. Le moteur tourne et ça roule bien. Ça roule à l'huile. Incroyable, on peut rouler avec de l'huile dans son réservoir à la place du gazole. Et on n'a même pas besoin de trafiquer son moteur. Le seul problème de Florent, trouver de l'huile en grande quantité. Alors quand il a le temps, il fait une tournée un peu spéciale. Direction l'arrière-cuisine des restaurants du coin où il récupère la vieille huile, bonne à jeter, dans des bidons. Cette fois-ci, ça se passe derrière les poubelles. Ça va bien ? Il fait beau. Ah bah tiens, il est caché celui-là. Bonjour. L'accueil est sympa car ça débarrasse. Ça va bien ? Ouais. Oui, ça va. Au lieu de le jeter, je le donne. Comme ça, il fait rouler son camion avec. Voilà, c'est bien, non ? Et surtout, c'est gratuit. Mais voilà, ne rouler qu'à l'huile, ça serait trop beau. Il faut quand même rajouter du carburant dans son moteur. Et le mélange se fait au jugé. Selon Florent, le mieux c'est 1 tiers d'huile, 2 tiers de gazole. Au final, il réalise une belle économie. Ça fait une réduction à hauteur de 30% au niveau économique. Soit 15 € de gagné sur chaque plein. Et en plus, c'est écologique. On pollue beaucoup moins, on réduit à 70% notre pollution par rapport au diesel. Bah attendez, c'est le carburant parfait, quoi. C'est le carburant parfait. Parfait, pas tout à fait. Car à l'intérieur de l'habitacle, ça sent encore un peu la frite. Mais pour Florent, ce n'est pas un problème. Il économise 15 €. Alors, tant pis pour l'odeur. Attention, tout le monde ne peut pas en profiter. Il faut avoir un moteur diesel. Et plutôt ancien de préférence, car ça marche très mal sur les modèles de moins de 10 ans. Cela concerne du monde. Des dizaines de milliers de Français ont déjà tenté l'expérience. Et depuis l'envolée du prix de l'essence l'été dernier, dans les supermarchés, on assiste à des scènes hallucinantes. Vous l'avez deviné, Thomas, aujourd'hui, n'a pas l'intention de faire 10 kilos de mayonnaise. Il fait le plein pour sa voiture. Par rapport à un litre de gasoil actuel qui est à peu près 1,15 €, on gagne 26 centimes par litre, ce qui fait sur un plein, j'avais calculé 7,80 € à peu près. 7,80 € seulement avec, à chaque plein, beaucoup de boulot. Il faut d'abord vider les bouteilles. Et ensuite, Thomas devra encore passer à la pompe. Mais il y a un moyen de faire beaucoup plus simple. Une nouvelle race de pompe à essence est en train de voir le jour. Changement d'air. Nous voici à la campagne, dans la région d'Agen. Alain Juste exerce un métier au nom bizarre. Il est triturateur.
Au milieu de nulle part, il est devenu à lui tout seul l'équivalent d'une compagnie pétrolière. Voici son premier client de la journée. Bonjour Monsieur Juste. Bonjour. Ça va? Ça va. Je viens vous voir parce que j'ai entendu parler qu'on pouvait rouler à l'huile de tournesol. Alors, c'est vous sans problème. Monsieur Juste est raffineur et pompiste. Avant, il travaillait dans le bâtiment. S'il s'est lancé il y a 10 ans dans ce commerce, c'est qu'autour de sa maison, il y a partout des champs de tournesol. Et figurez-vous que le tournesol, justement, on en fait du carburant. Monsieur Juste en achète chaque année 80 tonnes sous forme de graines. On reçoit le tournesol ici, voilà, qui est directement moissonné dans les moissonneuses batteuses. À partir de là, on le transfère dans ce silo. Après, le tournesol, évidemment, tombe, tout simplement, par l'intermédiaire de cette boulotte. Vous le voyez descendre, là. Et il est compressé avec une vis sans fin à l'intérieur. On extrait l'huile qui est ici. À la fin, c'est vrai, ça peut faire penser à du purin. Et pourtant... Ce liquide-là, vous le mettez dans les voitures et ça roule? Ah non, après décantation et filtration, on le met dans les voitures et ça roule. Un carburant facile à produire et surtout pas cher. À l'arrivée, les tarifs proposés aux clients sont imbattables. 0,70 centimes d'euros le litre. Ah, c'est une bonne économie quand même. Oui, il faut une économie certaine et intéressante pour eux. En fait, l'économie est la même qu'au supermarché. À une exception près. Les clients achètent son huile par bidon de 20 litres. C'est quand même plus pratique que les bouteilles alimentaires des grandes surfaces. Tes parents vont bien? Ça va, ils rentrent bientôt. Ils rentrent bientôt? Un bon plan que les voisins se refilent entre eux. Alain tutoie tous ses clients. 14 €. Non, ça c'est 20. Avec sa petite entreprise, Alain arrive à gagner 1 000 € net par mois, l'équivalent d'un SMIC. Cela lui suffit. Ce quinquagénaire travaille plus pour défendre ses convictions écologiques que par appât du gain. Alors, évidemment, une essence verte, ça fait envie. Mais ne la cherchez pas dans votre station-service habituelle. Il n'y en a pas. Car aujourd'hui, cette huile n'est pas officiellement reconnue par l'État comme un carburant. De plus, ceux qui roulent avec ne paient pas les 54% de taxes obligatoires sur les carburants. Résultat, ils sont dans l'illégalité. Alors si vous êtes quand même tenté de faire le plein chez Monsieur Juste, sachez que vous risquez une amende de 1 000 €. Ce client le sait, mais pour lui le jeu en vaut la chandelle. Si on veut avancer, quand on voit de toute façon que le pétrole est cher, qu'il n'y en aura plus, qu'on a des guerres sur Terre à cause de ça, à cause du pétrole, si on veut avancer dans d'autres directions, mais je crois qu'il va falloir un petit peu passer outre, un petit peu être rebelle. Bon, c'est pas méchant non plus, on a tué personne. Quant à Alain Juste, lui aussi est hors la loi. Depuis 1995, l'État lui réclame 10 000 € d'arriérés fiscaux. Mais il refuse de payer, et jusqu'ici, le fisc n'a pas saisi ses biens. Interdite en France, mais pas en Europe. Direction l'Allemagne. Dans beaucoup de stations-service, on trouve des carburants inconnus chez nous. Le Rapsöl ou le Pflanzenöl. Traduction de l'huile végétale. Ici aussi, elle est vendue 70 centimes le litre. Bref, en Allemagne, l'huile comme carburant, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Des points de vente comme ça, il y en a d'ailleurs plus de 1000 dans tout le pays. Et ce n'est pas fini, car ce carburant, tout le monde a le droit de le vendre. En face du Shell, près de Fribourg, il y aura bientôt une station-service flambant neuve. Pour l'instant, le matériel est encore dans des containers. Thomas, un garagiste, s'est lancé dans ce business il y a seulement 15 jours. Sa station n'est pas encore ouverte officiellement, mais les clients sont déjà là. C'est quoi ça? C'est une pompe normale, comme dans une station-service. Et ça? Ça c'est de l'huile de colza. Avec un stock de 11 000 litres, il compte gagner 1 500 € net à la fin du mois. C'est 2 fois plus qu'Alain Juste, en France. Il faut dire qu'ici,
Ce biocarburant est non seulement autorisé, mais en plus, il n'est pas polluant, alors il est avantagé. Taxé seulement à 7% contre 70% pour l'essence classique. En Allemagne, la taxe pour l'huile en tant que carburant, en fait c'est comme la taxe pour l'huile de salade. En Europe, le biocarburant végétal n'en est qu'à ses débuts. Un autre voisin, la Belgique, pourrait s'y mettre très bientôt. Alors je vous rappelle que l'huile végétale qu'on a vue en France comme en Allemagne n'est utilisable que sur des anciens moteurs diesel. Les moteurs récents à injection ne sont pas adaptés à l'huile. Jean-Martin Folz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron du groupe PSA Peugeot-Citroën, le deuxième groupe européen en matière d'automobile. Alors, on a vu que l'huile est une alternative qui se développe en Allemagne. On a même vu ce jeune pompiste qui va créer une pompe pour de l'huile de colza. Il y a même des stations-service qui en proposent. Alors, pourquoi en Allemagne et pas chez nous en France ? Écoutez, en France, on a déjà aujourd'hui un développement important d'utilisation de l'huile. Mais cette huile, elle n'est pas vendue pure, elle est vendue après transformation, mélangée au gazole. Directement incorporée. Et c'est beaucoup plus simple puisqu'on peut utiliser les circuits de distribution actuels qui sont parfaitement adaptés à la distribution du gazole et à l'utilisation dans les voitures. Ah, d'accord. Donc vous pensez qu'il vaut mieux continuer sur cette voie-là ? Je pense que pour le moment, en tous les cas, on met à peu près un peu plus de 1% d'huile dans le gazole en France. On peut augmenter considérablement cette quantité. Les voitures PSA Peugeot Citroën sont garanties jusqu'à 30% de dérivés d'huile dans le gazole. Sans qu'on change de moteur. Sans qu'on change de moteur. Alors justement, le gouvernement a décidé d'augmenter la proportion d'huile dans les moteurs diesel d'ici à 2008. On passera de 1% d'huile à 6%, c'est une huile tout à fait légale et officielle cette fois, c'est du biodiesel, un mélange qui, lui, s'adapte à tous les moteurs. Alors, on parle de 6% d'huile. Est-ce qu'on pourrait en mettre beaucoup plus ? Vous parliez de 30%. Pourquoi on n'en met pas on décide pas directement de mettre le seuil à 30% d'huile dans les moteurs ? Avant de répondre, on est bien d'accord que ce n'est pas de l'huile, c'est un dérivé de l'huile. L'huile pure ne va pas dans ces moteurs. C'est ce qu'on appelle un ester. Je ne vais pas faire de chimie, mais c'est un dérivé de l'huile. C'est un dérivé d'huile. Vous avez raison. Je crois qu'il faut bien le dire, c'est pas l'huile pure. Donc on peut en mettre beaucoup plus. La question qui est posée, c'est de la disponibilité de cette huile. Il faut effectivement avoir des champs pour faire pousser le colza, le tournesol. Il faut des usines de trituration. On a vu une petite trituration artisanale. Il faut en faire des beaucoup plus grandes. Il faut traiter cette huile. Mais effectivement, on peut aller beaucoup plus loin que le 6% actuellement affiché pour 2008. Au-delà des disponibilités en termes de champs de tournesol ou de colza, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de taxe ? On sait aujourd'hui que le gazole est très taxé, puisque sur un litre de gazole acheté 1,10 €, eh bien, on paye 54% de taxes. C'est aussi une des raisons qui fait que le gouvernement ne veut pas tout de suite incorporer 30% d'huile ou de diester d'huile dans les moteurs diesel. C'est vrai que les biocarburants bénéficient d'une fiscalité plus avantageuse que les carburants pétroliers et que donc dans le mélange entre l'ester d'huile végétale et le gazole, on paye moins d'impôts sur la partie dérivée de l'huile. Donc c'est un manque à gagner pour l'État. C'est un manque à gagner, mais qui me paraît tout à fait légitime. Parce que ce manque à gagner se traduit par de moindres émissions de gaz carbonique, un moindre effet de serre, et c'est effectivement une excellente façon de lutter contre le réchauffement de la planète que de consacrer un peu d'argent collectif à développer les biocarburants. D'accord, donc vous préféreriez qu'on passe directement à 30%, vous ? Je crois qu'on peut aller jusqu'à 30% sans difficulté, et donc le plus tôt on le fera, le mieux ça sera. D'accord. Alors on a vu qu'on peut faire baisser le prix du carburant en mélangeant de l'huile végétale au diesel, mais peut-on aller encore beaucoup plus loin et se passer entièrement du pétrole pour faire fonctionner sa voiture ? La réponse est oui, et c'est d'ailleurs ce qui est en train d'avoir lieu au Brésil. Le Brésil qui vit une véritable révolution puisque 6 voitures sur 10 aujourd'hui roulent, écoutez bien, à l'alcool de canne à sucre. Un alcool qui provient de la même canne avec laquelle on fait du sucre ou du rhum. Alors c'est plus économique et moins polluant que l'essence sans plomb. Le Brésil est aujourd'hui le premier producteur au monde de ce pétrole vert et certains planteurs sont devenus milliardaires. Qui sont ces nouveaux émirs qui exploitent des milliers d'hectares de canne à sucre ? Pourrions-nous adopter ce biocarburant en France ? Jean-Martin Folz, vous allez rester avec nous pour répondre à cette question. Mais je vous propose d'abord de regarder ce reportage réalisé par Maude Brunel et Johanna Calmont. Le jour se lève sur la région de Guararapes, au sud du Brésil. Plus il est aiguisé, mieux je coupe la canne. Toutes les journées de Baiano, coupeur de canne à sucre, commencent ainsi. D'abord le couteau,
Ensuite, échauffement. Ah, ce sont les exercices avant la coupe. C'est obligatoire ? Oui, on doit le faire tous les jours. 6h30, c'est l'heure, il faut y aller. Allez les gars, au travail. 1, 2, 3, 4, 5. Bayano, toi tu commences à partir de là. Des lunettes pour se protéger des feuilles coupantes comme des rasoirs. Il ne perd pas une minute. Il est payé au poids. Chaque année, Bayano fait 24 heures de voyage pour couper la canne pendant la saison. Ces champs permettent de faire rouler des milliers de voitures. La canne à sucre, c'est le pétrole vert du pays. Cet immense domaine appartient à Luis Zancaner, un émir du carburant brésilien. Tout ça, c'est à nous. Aux commandes de son avion, Luis Zancaner survole son royaume. « 45 000 hectares de champs, un territoire 5 fois grand comme Paris. Regardez comme elle est belle. C'est mon usine. Dans cette usine, Luis fabrique l'alcool de canne, l'essence verte dont raffolent les Brésiliens. Le premier village était à plus de 40 km, alors quand Luis rentre à la maison, cette jolie propriété juste en bas, il se pose directement dans son jardin. Luis est un aventurier du pétrole vert. Cette année, il a fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Allez, vous venez à la maison ? Cette réussite, il la doit à une révolution qui est en train de se répandre dans tout le pays. En ce moment, il se passe au Brésil un petit miracle. Au pays de la samba, les voitures ne roulent plus à l'essence, mais à l'alcool de canne à sucre, l'équivalent de l'éthanol chez nous. À la pompe, les automobilistes brésiliens ont le choix entre l'essence et l'alcool, et en ce moment, la tendance, c'est alcool. Vous faites le plein avec quoi, là ? Alcool. Et vous ? Alcool. Et vous ? Alcool. Et je pense que le Brésil devrait investir de plus en plus dans l'alcool, parce que c'est un produit de notre terre. C'est une question d'orgueil national, mais surtout de prix. Entre l'alcool à 1,39 $, soit 54 centimes d'euros, et l'essence, qui coûte presque le double, les Brésiliens n'hésitent pas. Moi, j'ai demandé à mon garagiste de convertir ma voiture. C'était une essence. Maintenant, elle fonctionne à l'alcool. Je peux mettre au choix les deux carburants. Une voiture à essence transformée en voiture à alcool, au Brésil, c'est très commun. Mais quand on vient de loin, on a bien envie de voir ça de plus près. Seulement, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est là, dans ce petit boîtier. Il a suffi de changer une puce qui détecte le carburant. Là-dedans. Ça lui a coûté 200 €. Il est ravi. Ouais, c'est surtout mon porte-monnaie qui est content. Il existe même au Brésil des modèles qu'on n'a pas chez nous. Elles sont apparues il y a 2 ans. Les voitures Flex. Elles roulent à l'alcool ou à l'essence, au choix. La bidouille est d'origine, prévue par les constructeurs. C'est un succès incroyable, 80% des ventes cette année. Résultat dans la rue, il y a des Flex partout. Volkswagen, Fiat, Chevrolet, même Renault et Peugeot s'y mettent. Et ces voitures consomment l'alcool de Luis Zancaner, qui fait aujourd'hui partie du club très fermé des 10 premiers producteurs du pays. Son objectif, devenir le numéro 1 de l'or vert. Si aujourd'hui Luis Zancaner fait partie de l'establishment brésilien, c'est qu'il a eu du flair. Parce qu'au départ, rien ne le prédestinait à se lancer dans le business de la canne à sucre. Tout commence à la fin des années 70. À cette époque, l'alcool, personne n'y croit. Luis va même se brouiller avec toute sa famille. Ça, c'est l'album de notre famille.
Il faut dire que le business des encaners, des Italiens arrivés au Brésil en 1900 sans le sou, c'était plutôt l'élevage. Un télo à lunettes, le petit Luis n'a jamais été très à l'aise avec les vaches. Alors, quand ce fils de famille, un peu playboy, a voulu chasser le bétail du domaine familial pour y planter de la canne, ça s'est très mal passé. Un soir, mon père est sorti de sa chambre et il hurlait « Tu vas nous casser, nous amener à la faillite, t'aurais jamais dû t'engager là-dedans !» Et moi je lui disais « Ouais, va y avoir des moments difficiles, mais on va s'en sortir, on va s'en sortir !» Mais en fait, moi-même, au fond, je n'en étais pas si sûr. Il n'est pas sûr, mais il a une intuition. Nous sommes en 79. Le deuxième choc pétrolier touche de plein fouet le Brésil. Le prix du pétrole double en quelques mois. L'État décide de réagir. Le pays n'a pas de pétrole, mais une idée folle. Inventer un nouveau carburant en utilisant la première richesse du pays, la canne à sucre. Pendant 20 ans, le gouvernement subventionne les industriels du sucre pour qu'ils développent le nouveau carburant. De l'alcool de canne que les voitures pourront utiliser. Au total, Luis a touché 50 millions d'euros de l'État brésilien. Une somme colossale, grâce à laquelle il a construit une usine gigantesque. Là, c'est la partie alcool. La distillerie. L'État a payé la moitié de ce monstre aux allures de paquebot. Mais attention, produire de l'alcool est loin d'être de tout repos. Car le succès de l'entreprise dépend d'un facteur totalement incontrôlable, la météo. Tous les matins, Luis se pose la même question. Quel temps va-t-il faire ? Et tous les matins, c'est Sergio, responsable de la récolte, qui lui apporte la réponse. Ça dit quoi la météo ? Pluie, demain, après-demain, et ça va être comme ça toute la semaine. Dès qu'il pleut, impossible de travailler. La canne doit être totalement sèche pour être récoltée. Bon les gars, vous avez commencé les incendies ? Bon, toi tu commences par ici, et toi tu fais la même chose de l'autre côté. Car pour ramasser la canne à sucre, il faut d'abord la brûler. En quelques minutes, 33 hectares s'embrasent. Les flammes éliminent toute la paille inutile. Les coupeurs travaillent 2 fois plus rapidement. Car la canne, c'est comme un fruit. Plus vite elle est traitée, plus elle produit d'alcool. La suite est presque un jeu d'enfant. La canne à sucre est une véritable pépite. Elle est facile à raffiner, mais surtout elle est très rentable, car il n'y a aucun déchet. La canne est broyée, le jus extrait. 7 heures de fermentation dans ces énormes cuves, et c'est prêt. Roberto Cavalcante, le superviseur, n'a plus qu'à vérifier le degré d'alcool. Il fait 99,7 degrés. C'est bon. Voici le carburant des Brésiliens. L'usine en produit 900 000 litres par jour. Vous pouvez goûter, ça pique juste un peu la langue. L'usine ressemble à une grosse raffinerie pétrolière, mais les déchets constituent un véritable trésor. Ces énormes tas de sable sont des rebuts de canne à sucre. Ils alimentent les hauts fourneaux qui font tourner les turbines. C'est le miracle de la canne, pas besoin de pétrole ni d'électricité pour faire marcher l'usine. Grâce aux déchets, Zancanner économise 7 millions d'euros chaque année. Et cet argent, il en a besoin pour construire 2 nouvelles usines. Mais aujourd'hui, plus de subventions de l'État, alors le moindre rendez-vous avec ses fournisseurs Entrez devient une négociation impitoyable. Salut requin. Aujourd'hui, il reçoit un fabricant de turbines, monsieur Galaté.
Dis donc, ça va bien les affaires. Elles sont toutes neuves tes chaises. J'ose à peine m'asseoir. On les a eues avec une ristourne. Les deux hommes vont jouer gros. C'est un marché à 10 millions de dollars. Il sait qu'il va falloir me faire un bon petit prix parce que moi je suis pas un industriel. Je suis juste un producteur de canne et d'alcool. Il faut qu'il m'aide. Oui, c'est ça, faut toujours l'aider. Au téléphone, il m'a déjà fait baisser mon prix. Ouais, il a fait baisser de 5%. Luis est connu dans la région pour être le champion toute catégorie de la négociation. Regardez bien sa stratégie. Pour le même marché, il a convoqué le même jour et au même moment le concurrent direct de Monsieur Galatée. C'est la méthode préférée de Luis pour faire baisser les prix. Ça maintient l'émulation. Bah ouais, ils vont devoir se battre sur 3 produits importants. Et puis il y a des petites choses sur lesquelles ils sont tout seuls. Et Luis repart vers Galatée. Là, c'est 2 millions d'euros en plus. 2 millions? Mais tu rigoles? Vous savez qu'à côté, il y a aussi des gens qui sont des concurrents à vous? Il n'y a pas de problème, je sais assez des copains. Mais je vais me faire un vrai plaisir de les crever. La tactique Zancaner, passer de l'un à l'autre et laisser mijoter. Après 10 heures de va-et-vient et plusieurs tournées de café, devinez qui rafle le contrat à 4 300 000 réals, plus de 2 millions d'euros. C'est Monsieur Galatée. Ouais, il m'a eu de 10%, 5 ce matin, 5 cet après-midi. Luis n'hésite pas à tordre le cou de ses fournisseurs, mais il y a des gens avec lesquels notre patron a beaucoup plus de tact. Sans eux, son business serait mort. Ce sont les coupeurs de canne. Luis n'hésite pas à tordre le cou de ses fournisseurs, mais il y a des gens avec lesquels notre patron a beaucoup plus de tact. Sans eux, son business serait mort. Ce sont les coupeurs de canne. Retour sur les champs à l'heure de la pause. Nivao et sa femme habitent le village. Ils travaillent depuis 20 ans dans la canne et depuis 10 ans chez Zancaner. C'est quoi le menu? Des œufs, de la viande et du riz. Au Brésil, on a longtemps appelé les coupeurs boias frias, mange froid. Aujourd'hui, l'entreprise est tenue de leur fournir l'équipement. Les bottes qui protègent les jambes, des gourdes et des comptes isothermes. Ce n'est pas idéal, mais ils ne se plaignent pas. Ça s'est beaucoup amélioré. Nous, on peut élever nos 2 petites filles. On a pu se payer une petite maison. Et tout ça en coupant la canne. Notre Baiano, lui, coupe sans répit. Le travail est épuisant. C'est très lourd et très fatigant. On arrive à la fin de la saison. Je suis complètement cassé. Le contremaître fait les comptes, les ouvriers sont payés au poids. Tarif 70 centimes d'euros la tonne de canne. Un prix fixé avec les syndicats agricoles. Ça lui fait 46 réals. 46 réals, soit 20 euros. C'était une bonne journée. Aujourd'hui, Baiano a coupé 16 tonnes de canne. C'est le meilleur du groupe. Il arrive à gagner en moyenne 500 euros par mois, le double d'un salaire d'ouvrier à l'usine. Les résultats des coupeurs sont affichés sur la vitre du bus. Nivao, le villageois, fait les additions du couple. On a gagné 23 réals chacun. Ça leur fait 20 euros au total. On est content. On remercie le Seigneur. Équipement fourni, transport pris en charge, les conditions de travail chez Zancaner sont correctes. S'il fait attention, c'est qu'après des années de pratiques abusives, les ouvriers sont maintenant protégés. Au ministère de l'Emploi, Edson Bim, inspecteur, travaille main dans la main avec Orlando da Silva, du syndicat des coupeurs de canne. Salaire, conditions de travail, il réglemente tout jusqu'à la tenue des travailleurs.
Les gants, c'est important. Ils peuvent être de plusieurs types. Mais ils doivent avoir des protections métalliques pour dévier la lame en cas de choc. Jambières, bidons pour l'eau, gamelles, lunettes. Les entreprises doivent tout fournir gratuitement. Les deux hommes font ensemble une vingtaine de contrôles par mois. Ce jour-là, il s'agit d'une énorme plantation. 200 travailleurs y vivent et travaillent dans des conditions très précaires. Certains ont alerté le syndicat. Mais on ne rentre pas ici, comme dans un moulin. C'est un bureau privé ici. Éteignez la caméra et reculez dehors, s'il vous plaît. Notre équipe n'est pas la bienvenue. À la sauvette, nous filmons l'arrivée des travailleurs à leur retour des champs. Ils payent pour tout, leurs gourdes, leurs gamelles, leur nourriture. Ils ont très envie de nous parler. Aujourd'hui, il y en a encore un qui s'est évanoui dans le champ. La nourriture est épouvantable, on n'a que du riz, pas de légumes, ni de viande. Et les gants qui leur sont fournis n'ont pas les protections métalliques réglementaires. Regardez, je me suis coupé, j'ai eu 4 points de suture. Les salariés veulent parler aux syndicalistes. Bonjour, je voulais vous dire quelque chose. Ça suffit, j'appelle la police maintenant. Ils n'en auront pas le temps, nous nous faisons jeter dehors. Les exploitants brésiliens sont sur les dents. Il faut dire que l'ONU enquête en ce moment sur la mort, par épuisement, de 10 coupeurs de canne. Les conditions de travail, c'est un sujet sensible. Mais si Luis Zancaner traite correctement ses ouvriers, ce n'est pas par humanisme. Bien traiter ses coupeurs, ça vous permet de recruter les meilleurs. Au final, c'est plus rentable. Ce n'est ni de la bonté d'âme, ni du paternalisme. C'est du business. Cultiver une image de patron social, ça peut même rapporter gros. Surtout quand il s'agit de se mettre dans la poche un homme politique, un homme de pouvoir. Ce jour-là, Luis a une requête à faire passer au gouverneur, l'homme le plus puissant de la région. C'est à propos de cette usine que Luis a rachetée il y a 2 ans. Mon problème, c'est la route, là. Cette piste est le seul moyen d'accès à l'usine. 15 km de galère pour ces camions. Luis veut la faire asphalter, aux frais de l'État, et ce n'est pas donné, 1 million d'euros. Pour obtenir cette coûteuse faveur du gouverneur José Orsirio, un homme de gauche, Luis a organisé l'inauguration d'une petite cantine, pompeusement baptisée Programme alimentaire pour la santé du travailleur. Luis sait déjà comment il va s'y prendre pour faire passer sa requête. Je vais lui dire, gouverneur, pour notre asphalte, on a déjà investi tellement d'argent dans cette usine. Pensez à nos employés, à nos ouvriers, à leur fatigue. Asphaltez-nous cette petite route. Au Brésil, le gouverneur est tout puissant dans son état. Voici José Orsirio. Pour l'occasion, les télés ont fait le déplacement et les fans du gouverneur aussi. Regardez ici, on va faire 1450 repas par jour. Les travailleurs viendront chercher leur gamelle ici, ils la rapporteront l'après-midi et on leur fera aussi le repas du soir. Le programme de la santé du travailleur passionne le gouverneur travailliste. C'est le moment pour Luis de parler asphalte. Gouverneur, pour la route. Ah oui, c'est combien déjà ? 15 km, c'est ça que vous voulez asphalter ? 15 km, oui. Mais si vous pouvez pas faire les 15 km, j'en finance 5. Je peux participer un peu. On peut aider. Et finalement, devant les caméras, le gouverneur promet. Fin mars, je vais quitter mon poste, mais d'ici là, je m'engage à commencer les travaux. On commence avant que je ne me lance dans la campagne des sénatoriales. Le gouverneur repart. Il vient de lâcher près d'1 million d'euros. Mais ça, notre patron ne le doit pas qu'à son bagou. Le gouverneur va bientôt commencer sa campagne et Zancaner va le soutenir financièrement. Au Brésil, c'est légal. Financièrement, vous l'aiderez aussi. Bien sûr, je vais l'aider.
En termes de chiffres, je ne sais pas combien. Ça peut varier. Mais ce qui compte le plus, c'est que je vais orienter le vote de mes salariés et de ceux qui travaillent avec moi. Je vais appeler à voter pour l'homme politique qui s'occupe le mieux de nous. Et quand on lui demande combien d'argent il compte donner... Oula, il est bientôt 2h30 et avec tout ça, on n'a pas déjeuné. J'ai faim et ça me donne des trous de mémoire. Le financement habituel pour une campagne, c'est environ 20 000 €. Louis Zancaner aide indifféremment la droite et la gauche, selon ses intérêts du moment. Les politiques lui mangent dans la main, mais Louis n'est pas le seul sur le filon de la canne. Voilà une usine, et puis une deuxième, et encore une troisième. En tout, il y en a plus de 100 dans la région. Et entre leurs propriétaires, c'est la guerre de la terre, la course à l'hectare de canne. Ce jour-là, Louis et son ingénieur agronome ont rendez-vous sur une très grande exploitation. Ils louent déjà aux propriétaires 1800 hectares. Ils en veulent 600 de plus. Louis est très confiant. C'est pratiquement fait. Je sais qu'il veut une petite augmentation du loyer. Alors je vais lui dire « Ok, mais à condition qu'il me loue mes 600 hectares en plus. » Voici la propriété. Elle s'étend sur 6000 hectares, aussi loin que porte le regard. Louis ne ménage pas les embrassades. Pourtant, avec sa belle casquette américaine, Osvaldo n'est que l'intendant du domaine. Je vois que t'as sorti les cacahuètes. Le patron du domaine est un as de la finance qui vit à Sao Paulo. C'est Osvaldo qui prend toutes les décisions. Louis le sait, alors il en rajoute une couche. Je lui ai dit à la journaliste qu'on se connaissait depuis des années. Et ça fait combien de temps? Ça va bien faire 30 ans. Ça fait 35 ans. Osvaldo connaît bien le petit numéro de Louis. Il sait qu'il veut sa terre, alors est-il disposé à la lui céder? Oui, on va planter, mais tu sais... On n'est pas pressé, hein. On veut prendre notre temps. On veut peut-être garder une partie pour nous. Dis donc, t'aurais pas eu une proposition de mon concurrent? Il me met des bâtons dans les roues en ce moment. Bah, c'est vrai, il est passé. On a discuté, mais rien n'est décidé. Vous avez eu des propositions d'autres personnes que Louis sur ces terres? Mais oui, c'est vrai. Ils sont plusieurs à les vouloir. Ce sont de bonnes terres. Ici, le loyer se paye en tonnes de cannes récoltées, c'est la tradition. Pour l'instant, Louis paye 37 tonnes par hectare. Il est prêt à aller jusqu'à 41, mais Osvaldo veut plus. Moi, je veux qu'il augmente son prix. Alors, c'est combien? Je discute pas à moins de 46 par hectare. Là, Louis s'étrangle. Il est vraiment très intelligent, cet Osvaldo. Louis pensait conclure aujourd'hui. Allez, de toute façon, c'était un plaisir de venir te saluer. Mais là, c'est raté. Pour une fois, c'est sûrement lui qui va devoir céder. Et si Zancaner a pu se tailler un petit empire dans l'alcool de canne à sucre, il le doit à un homme. Le voici, qui se pose en hélicoptère sur son terrain de football. Maurílio Biaggi. Sa famille est dans le sucre depuis 3 générations. Je ne joue plus au foot. Je suis devenu un peu trop vieux. Mais vous savez, j'adore toujours le football. Maurílio est à la tête d'un empire de 12 usines et de plus de 100 000 hectares. Salut, tout se passe bien? Maurílio est immensément riche, il est protégé 24 heures sur 24. C'est lui qui a conseillé Zancaner au moment où il s'est lancé dans l'alcool. Ce milliardaire aime jouer les modestes.
À vous, Français, ma maison va sembler ridicule. Elle date du 19e siècle. Et ça, pour vous, c'est modernissime, non? Avant, elle appartenait au roi du café Schmidt. Maurizio Biaggi exporte son alcool au Japon et en Suède. Alors, pourquoi pas chez nous? Pourquoi? Eh bien, c'est à cause du lobby pétrolier. On a tous été élevés dans la culture du pétrole, le culte de l'essence. Vous, en Europe, et nous aussi ici. Mais nous, on a évolué. Pour vous, l'alcool, ça sert à faire des choses qui se boivent, du bon vin, de l'excellent cognac. Avant de venir ici, je suis sûr que vous ne pouviez même pas imaginer que l'on fait rouler des voitures avec de l'alcool. En France, on produit déjà un peu d'éthanol avec de la betterave ou du blé. Mais si demain, nous avions besoin d'alcool de canne, Luis et Maurizio sont prêts à nous en exporter. Jean-Martin Folz, vous connaissez bien le Brésil parce que vous vendez là-bas des voitures qui roulent à l'éthanol. L'éthanol, on le disait, est beaucoup moins cher que l'essence et aussi beaucoup moins polluant. Quand est-ce que vous allez vendre des voitures qui roulent à l'éthanol en France? À votre avis, le marché en question n'existe pas. Il existe au Brésil et nous avons toute une série de voitures, Peugeot et Citroën, qui sont des moteurs flex. Il n'existe pas parce qu'il n'y a pas de distributeur. Il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de pompe d'éthanol, il n'y a pas de distribution d'éthanol disponible aujourd'hui. Alors est-ce que vous croyez justement que ce qui bloque, c'est, comme on le disait dans le reportage, c'est précisément le lobby des pétroliers qui n'aurait pas forcément intérêt à s'asseoir sur le pétrole pour développer de l'éthanol? Je ne crois pas qu'il faille accuser des lobbies. Il faut regarder ce qui est effectivement aujourd'hui la capacité en Europe de production d'éthanol et puis la question fiscale. C'est ces deux questions-là qui sont centrales. Je dirais qu'on peut très bien s'adapter ensuite à tout rapport entre l'alcool et l'essence. Mais si on veut être raisonnable et regarder ce qui est possible demain avec les voitures d'aujourd'hui et les circuits de distribution d'aujourd'hui, c'est de mettre plus d'éthanol dans l'essence. On en met 1% aujourd'hui, on peut en mettre jusqu'à 10%. Si déjà on décuplait la consommation d'éthanol dans l'essence en Europe, on aurait fait un pas considérable vers un meilleur environnement. Alors, on voit que l'éthanol ne va pas tout de suite remplacer le pétrole. D'après vous, dans 20 ans, on roulera à quoi? Je crois que dans ces domaines, il faut bien séparer ce qui est les solutions de demain, et celles d'aujourd'hui et celles d'après-demain. La solution d'aujourd'hui, pour lutter contre l'effet de serre, c'est plus de diesel d'une part, et plus de biocarburants, on l'a vu tout à l'heure, d'autre part. Incorporé dans le diesel. Voilà, ou dans l'essence. Les solutions de demain, c'est le gaz naturel, qui est une vraie ressource, une vraie économie. Oui, alors en même temps, le gaz naturel, le problème, c'est qu'il faut un compresseur qu'on mette dans son garage, si tant est qu'on en ait un, et ensuite, quand on veut faire son plein, il faut attendre 9 heures que la voiture ait son plein de gaz. C'est comme pour un véhicule électrique à batterie. Donc on a effectivement cette limitation qui est là. Mais c'est quand même des solutions de demain qui, elles, sont clairement accessibles. Et puis il y a des solutions d'après-demain. C'est des voitures à pile à combustible, qui sont des voitures à hydrogène. Mais ça, c'est pas demain, c'est après-demain. C'est une solution tout à fait élégante, effectivement, que de la voiture à hydrogène fonctionnant avec une pile à combustible et un moteur électrique. En même temps, ça fait un peu peur. On se dit ça que fait un peu peur. C'est très cher. 2, ça pose des problèmes de sécurité. Et 3, il faut des réseaux de distribution d'hydrogène, de la production d'hydrogène. Donc tout ça n'est pas là et ne sera pas là avant 20 ans. Alors, le prix de l'essence, on l'a dit, ne cesse d'augmenter. En 4 ans, le prix du baril a triplé. Alors pour quelle raison? Eh bien parce que la demande explose, notamment avec les pays émergents comme la Chine aujourd'hui ou l'Inde demain. Sachant que celle des États-Unis, la consommation des États-Unis reste très soutenue. L'Amérique consomme à elle seule 1/4 de la production mondiale. D'après vous, alors vous n'êtes pas voyante, mais vous êtes quand même quelqu'un qui connaissait bien le marché et ce domaine-là. D'après vous, est-ce que les prix vont plutôt se stabiliser, voire baisser, ou on n'a encore rien vu dans l'augmentation des prix du pétrole? Donc clairement, je ne suis pas du tout un spécialiste des questions pétrolières, que je comprends fort mal. Ce que j'observe, c'est que la quantité de réserves disponibles dépend aussi du prix du pétrole, parce qu'on en cherche d'autant plus que les prix sont élevés. Ma conviction, par contre, en tant que constructeur automobile, c'est que les produits pétroliers, les carburants liquides, ont leur meilleure utilisation réelle dans les voitures. Le transport individuel, le transport automobile, est un transport qui a besoin fondamentalement d'un carburant liquide, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, mais ça peut être un biocarburant. Pétrole dans 100 ans, comment on fait? Dans 100 ans, dans 100 ans, il y aura beaucoup de solutions. Dans 100 ans, il y aura toujours des biocarburants, sans aucun doute, et puis il y aura probablement de l'hydrogène. D'accord, merci infiniment d'être venu sur le plateau de Capital. Alors, quel carburant allons-nous utiliser demain? C'est encore trop tôt pour le dire. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que les Français veulent de moins en moins dépendre du pétrole. C'est pour cette raison qu'on voit apparaître toutes sortes d'énergies alternatives, comme par exemple les panneaux solaires qu'on a vus tout à l'heure. Actuellement, il y a une énergie qui fait beaucoup parler d'elle, mais qui suscite aussi la polémique, c'est l'éolienne. L'éolienne, ce sont des hélices géantes qui produisent de l'électricité grâce au vent. Pour certains,
c'est une énergie propre et très avantageuse. Pour d'autres, les éoliennes sont très bruyantes et très inélégantes dans le paysage. Alors, qui profite de ce système? Est-il vraiment efficace? C'est un reportage de Simon Villetard. Depuis toujours, la ferme de Bernard Verdenal en Lorraine produit essentiellement du lait. Et jusqu'ici, sa seule préoccupation, c'était l'élevage de ses vaches. Mais depuis un mois, ces bêtes doivent partager leur pâturage avec ces hélices géantes. Bernard ne l'aurait jamais imaginé, mais désormais ces terres produisent aussi de l'électricité. Et maintenant, c'est vrai qu'on a nos éoliennes, des belles petites machines. En tout, il en a 4 et il en est tombé complètement amoureux. Et c'est pas magnifique? Et il ne leur trouve que des qualités. Même le bruit qu'elles émettent ne le dérange pas. Comparativement à un lave-vaisselle, c'est de la roupie de chansonnette, le bruit. Hein. Mais ce qui lui plaît le plus, c'est leur aspect écologique. Ici, pas besoin de pétrole ou de nucléaire, des énergies qui polluent pour fabriquer de l'électricité. Les éoliennes, c'est propre, et en plus pour Bernard, c'est majestueux. Bon c'est un mât, hein, tout simplement. Une génératrice au-dessus. Hein, la génératrice est quand même à 80 mètres. Hein. Impressionnant. Bon, les 3 pales. Qu'est-ce qu'on peut dire des pales? Eh bien, les pales, c'est le plus important. Le vent les fait tourner, elles entraînent une énorme dynamo qui produit l'électricité et le courant est ensuite injecté directement dans le réseau EDF qui arrivera dans votre maison. Un procédé écologique. Voilà ce qui a convaincu beaucoup de nos voisins européens d'installer des éoliennes. Au Danemark, elles fabriquent déjà 20% de l'électricité. Et en France, elles ont le vent en poupe. Pas moins de 10 000 hélices sont en projet. Mais derrière cet engouement, il n'y a pas que des préoccupations écologiques. Vous allez le voir, les éoliennes cachent un business aussi lucratif que controversé. Retour chez Bernard. Notre agriculteur est prêt à tout pour nous montrer les bienfaits de ces hélices. Enfants, vous faites « Waouh, la belle éolienne !» Allez, dites « Oh, la belle éolienne !» Si la famille doit vanter les mérites des éoliennes, ce n'est pas uniquement parce qu'elle les trouve belles. Regardez ça, oh mon Dieu, regardez maman. Ah, la grand-mère, alors, c'est pas beau? Voilà, un produit qui est dans le vent. Allez, bon appétit les enfants. En fait, Bernard y trouve son intérêt. Il ne les héberge pas gratuitement. Il fait payer à la société privée qui les exploite un loyer de 8 000 € par an. Ce n'est pas mal, mais les hélices peuvent rapporter beaucoup plus. Sur les plateaux d'Auvergne, à plus d'1 heure de Clermont-Ferrand, Ali, un petit village isolé de 200 habitants. Quelques touristes s'aventurent parfois jusque-là pour admirer la beauté des paysages et les moulins à vent du 19e siècle. C'est splendide, mais pas vraiment l'endroit idéal pour réaliser un investissement industriel. Et pourtant, Bernard Lemaire est venu de très loin pour investir ici 50 millions d'euros. C'est un spécialiste de la production d'électricité qui arrive directement du Canada. Il n'a pas choisi le site d'Ali par hasard. Le site semble bon. C'est déjà quelque chose parce qu'on a des sites qui ont moins de vent. Ici, il y a beaucoup de vent. Alors, ça devrait être le site qui devrait rapporter. Un site qui devrait rapporter, car à Ali, il fait un vent à décorner les bœufs. Et pour Bernard Lemaire, le vent, c'est de l'argent. Alors, depuis le printemps dernier, il achemine par des convois spectaculaires des hélices géantes. Voici une pale, elle fait 45 mètres de long. Et pour les supporter, voici les mâts, 80 mètres. Un chantier impressionnant. Les hélices culminent à 125 mètres de haut. Il a fallu 1 an pour monter les 26 machines. Les Canadiens ont construit à Ali le plus grand parc éolien de France. Et le 27 octobre dernier, le grand jour est enfin arrivé. C'est l'inauguration. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'inauguration du vent avec les éoliennes. Toute la population a été invitée.
Et Madame le maire est sur son 31. Vous voyez, hein? fait fort, là. Elle a invité la presse et même la télévision s'est déplacée. Et bien sûr, le PDG canadien et son staff sont au grand complet. Quand on regarde l'éolienne au loin là-bas, là, ça fait quelque chose, c'est vivant. Une éolienne, c'est vivant parce que ça tourne, ça fait... C'est vivant, mais c'est surtout une manne. Si Madame le maire remercie chaudement l'entreprise canadienne, c'est que ces hélices payent à la commune la taxe professionnelle. 150 000 € par an, le budget de Halley a quasiment doublé. Et plus surprenant, le tourisme est reparti. Les éoliennes font aussi marcher le commerce, comme par exemple l'auberge de la commune. Il y a plus de gens qui viennent? Il y a plus de gens qui viennent, oui, qui circulent, qui se promènent, qui viennent voir les éoliennes, qui viennent voir le parc éolien et donc qui font des arrêts, tout ce qui est les moulins et la mine et l'auberge. Ça arrête plus Oui, ça arrête plus. Dans quelle proportion? Je peux vous dire, c'est au moins du 50% en plus. On est plus content d'avoir ça que si on avait une centrale nucléaire. Puis elles sont jolies, nos éoliennes. Elles sont toutes roses. Oui, hein. Les voix roses le soir, au coucher du soleil. L'argent des éoliennes a fait le bonheur d'Halley. Mais celui qui gagne le plus dans l'histoire, c'est Bernard le maire. Sans rien faire, ces 26 hélices lui rapportent désormais chaque année 7 millions d'euros, alors il n'a pas l'intention de s'arrêter. On espère d'avoir, dans 2 ans, d'avoir 3 fois plus d'éoliennes qu'on en a aujourd'hui. Car pour lui, l'éolien en France, c'est une affaire en or massif. Il ne vend pas son électricité directement aux habitants, mais à une grande entreprise publique, EDF. Et EDF dépense une fortune pour acheter l'énergie des éoliennes. Elle paye l'électricité des hélices 75% plus cher que celle produite par ses propres centrales. Alors pourquoi un tel cadeau? De la fin d'une cohabitation de 5 Tout s'est décidé en 2001. Lionel Jospin dirige le gouvernement et il a Dominique Voynet comme ministre de l'Environnement. Son cheval de bataille, les énergies non polluantes. Seulement voilà, elles ne sont pas rentables. Leur installation coûte plus cher que ce qu'elles rapportent. Alors le gouvernement va leur donner un petit coup de pouce, autrement dit, de l'argent. Et c'est EDF qui est chargé de payer la facture. L'État oblige à surpayer l'électricité achetée aux éoliennes privées. Et voilà pourquoi, depuis, elles poussent comme des champignons. Mais attention, installer des éoliennes dans le paysage n'est pas de tout repos, car ces hélices suscitent la controverse. Dès qu'une éolienne est en projet, la polémique est lancée. Des associations montent à l'assaut et la presse s'empare du dossier. À coup de pétitions et de recours, les opposants parviennent à bloquer plus d'un projet sur 2. Depuis 2 ans, ils font souffler un vent contraire sur l'éolien. Voilà, de la littérature. Au cœur de ce combat, Alain Bruguier. Ah ben voyez, pour changer, 67 mégawatts éoliens refusés par le préfet, hier à Lille. C'est magnifique ça. Voilà le genre de nouvelles qui nous réjouit le cœur. Pour ce retraité de France Télécom, les éoliennes ne sont qu'un gadget à la mode qui défigure le paysage. Sa maison est devenue le quartier général des opposants. Alors ici, nous sommes dans mon repère. Alors il est vrai que c'est une installation encore un tout petit peu provisoire. Et donc... Depuis cette petite pièce en désordre, Alain Bruguier fait trembler toute l'industrie éolienne. Il est à la tête de Vente Colère, une fédération d'associations anti-éoliens. D'ici, il anime un impressionnant réseau d'opposants. Qui sont 260 associations sont affiliées à notre fédération nationale. Donc ça représente environ un peu plus de 15 000 personnes. Son objectif ? Tuer dans l'œuf la moindre tentative d'installation d'une hélice. Et sa stratégie est bien rodée. Il commence par un repérage des lieux. Aujourd'hui, 2 militants l'alertent sur un projet à Lirac, une petite commune du Gard. Je suis jamais venu ici. Non, c'est la première ici, fois. On est vraiment au cœur du vignoble, c'est le vignoble historique de Tavel. Hein. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les lozes, hein, c'est-à-dire que c'est des terrains calcaires. Donc au cœur là-bas, c'est Tavel, donc niché vraiment au cœur du vignoble. Le temps n'est pas clair, c'est dommage, parce qu'en fond, on voit le Mont Ventoux. Hein, donc là, il y a une vue qui est magnifique. Hein. Donc c'est un coin, moi, que j'adore, ça.
Donc notre grand malheur, il est là, hein, donc sur la ligne de crête, juste derrière la ligne de crête, donc c'est l'Irak. Et les 6 éoliennes géantes, elles sont là. Hein. Donc il y en a 6 qui vont carrément, je dirais, saccager cet endroit qui pour moi est magnifique. Hein. Donc voilà notre combat, je dirais. Donc qu'est-ce que vous allez faire alors? On se bat. Ils vont maintenant harceler l'administration, car c'est elle qui donne l'autorisation d'implantation. À la mairie, ce fonctionnaire est chargé, comme à chaque fois, de recueillir l'avis des habitants. Nos 3 compères ont préparé un dossier à charge. Ce dossier, qui est la présentation, moi j'ai fait une simulation, parce que ici sur l'étude d'impact, il n'y a pas de simulation. Ouais. Ce document, il est faux. Moi j'ai mis en place mes 6 éoliennes sur le vignoble. Regardez ce que ça donne. Un dossier rempli de croquis accablants. J'ai mis un Boeing 747 pour montrer à peu près la dimension, parce que les gens ne se rendent pas trop compte de la dimension. Il s'agit de faire pression sur l'administration. Plus le dossier compte d'opposants, moins le projet a de chances d'être autorisé. Et la méthode d'Alain Bruguier consiste à impressionner les habitants en leur montrant que les hélices défigurent leur paysage. Et dans plus d'un cas sur 2, ça marche, le projet est abandonné. Face à cette guérilla, leurs ennemis de toujours, les industriels, pensent avoir trouvé la parade. Dans ce petit village de l'Est de la France, François Pélissier se bat pour essayer d'installer 18 hélices. Sans l'accord des habitants, son projet ne verra jamais le jour. Alors il les a réunis et pour les convaincre, il joue sur une corde sensible, l'appât du gain. On vit ensemble dans un espace de territoire, c'est pas pour y faire la guerre, c'est plutôt pour essayer de sortir des projets dynamiques, motivants, sur lesquels il y a une certaine fierté, une certaine distribution de richesses. Il propose aux habitants de s'enrichir grâce aux éoliennes. Pour cela, dans un premier temps, ils devront mettre de l'argent dans son entreprise. Donc il y a des gens qui peuvent prendre 1 000 €, il y en a qui peuvent prendre un peu plus, donc là chacun dépend un petit peu de son train de vie, de ce qu'il a mis de côté, etc. En retour, il leur fait miroiter une rentabilité garantie sur plus de 10 ans. Globalement, on est dans des logiques 5-6% par an sur 10-12 ans. C'est quand même très sympathique au regard d'aujourd'hui de ce qu'on peut trouver sur d'autres livrets. 6% par an, c'est-à-dire un placement qui rapporte presque 3 fois plus que le livret A. Une offre qui fait vraiment réfléchir. Je pensais justement acheter des parts pour les enfants, je trouve ça très intéressant. C'est bien que ce soit local et que ce soit offert aux gens du coin quand même, qu'on en profite tous. Et ce soir-là, François Pélissier pense avoir convaincu la salle. Comme les gens ont le témoignage concret d'être vraiment associés, de fait, ils ont moins d'opposition parce qu'ils sont partie prenante au projet. Apparemment, notre industriel a trouvé un bon moyen de couper l'herbe sous le pied des opposants. Mais son projet n'est pas encore approuvé par l'administration. Si ces éoliennes voient le jour, elles rapporteront 500 000 € par an à la société de François Pélissier. Et des projets comme le sien, il y en a actuellement en France 1 millier qui attendent leur feu vert. On l'a vu tout au long de cette émission, consommer propre, consommer sans polluer, c'est une tendance de fond au-delà même des prix du pétrole. Du coup, il y a certains produits qu'on utilisait presque naturellement jusqu'ici et qui risquent de disparaître. C'est le cas par exemple des sacs plastiques. L'année dernière, 12 milliards de sacs ont été distribués en France. Quand un sac plastique se retrouve dans la nature, il faut 400 ans pour qu'il se dégrade complètement. C'est pour stopper cette pollution que le Parlement, en ce moment, est en train de discuter d'un projet de loi qui vise à supprimer les sacs plastiques d'ici à 2010, 2012 au plus tard. Alors, comment les fabricants de sacs vont-ils sauver leur peau? Et quelle bataille se livrent les inventeurs de nouveaux sacs biodégradables? C'est un reportage de Véronique Blanc. On pourrait se croire dans un décor de film fantastique, mais ce paysage est bien réel. Il se trouve aux abords d'une décharge du sud de la France. Des millions de sacs plastiques abandonnés à même le sol. Au fond des mers, la même chose. En 1 heure, ces plongeurs marseillais vont en ramasser une centaine. Ces sacs polluent tous les milieux naturels et vont même jusqu'à tuer le plus gros mammifère marin du monde, la baleine.
Celle-ci a été retrouvée échouée dans les Landes. Et devinez ce que l'on trouve dans son estomac. Et on en retire, et on en retire. Oh là là. C'est dégueulasse. Voilà. Mais il a bouffé que ça, c'est pas possible. Des petits bouts de plastique. En France actuellement, il y a plus de 122 millions de sacs plastiques éparpillés dans la nature. Selon les hypothèses les plus pessimistes, ils mettront 400 ans à disparaître. Dans la rue, à première vue, ces déchets ne dérangent pas grand monde. Le sac fait tellement partie de notre quotidien. L'an dernier, 12 milliards de sacs de caisse ont été distribués, 500 chaque seconde. Il vient d'où votre sac plastique? Il vient de là, juste là. Mais quoi, un boulanger, un charcutier? Celui-là au G20, donc là, et celui-là au marchand de fruits et légumes. Alors il y en a un qui contient quoi et l'autre quoi? Du fromage et du poisson. Et s'il n'y avait pas de sac, on serait vraiment malheureux. Et oui, ce petit sac est bien pratique, mais on l'a vu, il pollue. Alors aujourd'hui, ces jours sont comptés. Qui veut la peau du sac plastique? Par quoi va-t-il être remplacé? Tout commence en 1995 avec un provocateur professionnel, Michel-Édouard Leclerc, PDG des hypermarchés du même nom. C'est lui qui va déclarer en premier la guerre aux sacs plastiques. Le dossier des sacs plastiques, c'était le plus visible. C'est tous ces sacs que les gens laissaient dans la rue, dans le ruisseau, dans la campagne, sur les plages. Donc il y avait, à la fois on était interpellés parce que c'était notre publicité qui était dessus, mais au-delà de ça, même en enlevant la publicité, on n'enlevait pas la pollution. Donc j'ai réfléchi avec une équipe de patrons de Centre Leclerc, de salariés de notre groupe, de marins, de gens qui sont préoccupés de la nature, et nous avons cherché comment on pourrait apporter notre contribution à la lutte contre cette pollution. L'écologie est dans l'air du temps. Leclerc va s'engouffrer dans la brèche. Il va même lancer une campagne de publicité extrêmement gonflée. Chaque année, des milliards de sacs plastiques finissent dans la nature où ils mettent plusieurs siècles à disparaître. Il fallait faire quelque chose. Leclerc a donc décidé de vous fournir à vie contre 1 franc. La publicité a fait énormément de bruit. D'abord, les industriels des sacs plastiques ont senti que ça allait chauffer. Donc vraiment, ils ont mis le paquet, eux, pour vendre les mérites du sac plastique. Le mouvement écologiste n'a pas accroché, le mouvement consommateur non plus. Il disait Leclerc fait sa pub. Et là, je dois dire que j'étais un peu déçu au départ. On était seuls, on était vraiment seuls, on était les seuls distributeurs. Et le mouvement associatif ne collait pas avec nous. Je pense qu'ils étaient perplexes parce que donc on était des marchands et qu'ils disaient qu'au fond c'était une opération marketing. Alain Boutellier, directeur d'un magasin Leclerc, fait partie des premiers à avoir supprimé les sacs plastiques. Et au départ, ça a du mal à passer. Car du jour au lendemain, non seulement on ne vous donne plus de sacs à la caisse, mais à la place, on vous les vend. Par exemple, celui-là, là, c'est quoi? Ça, c'est un cabas réutilisable. Celui-là, c'est un grand cabas. Ce cabas coûte 65 centimes. C'est le plus grand. Les autres modèles sont plus petits, mais sont aussi payants. 15 centimes pour celui-ci. 7 centimes pour celui-là. Donc le premier qu'on a créé, certains clients crient au scandale. C'est celui-là. On a eu des réactions avec quelqu'un qui, apprenant bien entendu que le système se mettait en marche, nous laissait un chariot plein de marchandises et s'en allait fulminant, en nous traitant tous les noms d'oiseaux. N'empêche, ces sacs payants se sont imposés dans tous les magasins de l'enseigne. Et l'entreprise écolo a même réussi un très joli coup. D'après nos calculs, elle économise 10 millions d'euros par an. Somme qu'elle dépensait auparavant pour fournir gratuitement à ses clients les petits sacs. Pour Michel-Édouard Leclerc, cette économie est relative. L'opération de suppression des sacs plastiques nous a coûté plus cher que l'économie théorique de tous ces sacs. Parce que lorsque nous nous sommes lancés dans le sac recyclable et consignable, vu la nécessité d'investir en communication considérablement, il a fallu mettre des budgets qui étaient 3 fois les budgets publicitaires classiques.
Le succès d'image est néanmoins fort. 9 ans plus tard, les clients se sont même totalement habitués à ce changement dans leurs courses. Vous y êtes fait alors? On s'y est très bien fait. C'est une habitude. Ça ne me dérange pas que ça soit plus gratuit maintenant, je trouve ça même normal. Pourquoi? On en retrouve un petit peu partout dans la nature, donc c'est vrai que là ça nous oblige à les conserver. C'est très bien. On n'a pas le choix, bon, c'est pas plus mal. On s'organise. C'est pas gênant? Non, il suffit de s'organiser, d'avoir toujours les sacs dans sa voiture. Pas oublier, ne pas les oublier, mais autrement, ça n'est pas gênant. Le coup est parti. La plupart des concurrents de Leclerc se sont engagés à leur tour à supprimer progressivement les sacs de caisse en plastique. Et dans certaines régions comme la Corse, l'île de Ré ou encore la Savoie, ils ont purement et simplement été interdits par les autorités. Mais le coup de grâce a été donné le mois dernier à l'Assemblée nationale où un projet de loi a été voté. D'ici 2010, tous les sacs de caisse en plastique non biodégradables seront interdits. De quoi effrayer les fabricants du petit sac en plastique. Sainte-Sigolène, en Haute-Loire. 5000 habitants et tout autour des paysages verdoyants. Pourtant, contre toute attente, au milieu de ces champs, se niche une zone industrielle et c'est de là que provient chaque année plus de la moitié des sacs plastiques distribués en France. Pas moins d'une centaine d'entreprises et 3000 emplois en dépendent. Chez Ribéron, 2005 fut d'ailleurs une année noire. Tiens, Jean-Pierre, tu pourras me regarder si ce client a bien payé. Jean-Pierre Ribéron, le cadet, le plus souvent dans les bureaux. Et Michel Ribéron, l'aîné, en polo kaki. Tous deux ont hérité de leur père qui a créé cette usine en 1955. Mais comme ils ne sont pas du genre bavard, c'est Guy Samuel, le commercial, 32 ans de boîte, qui s'y colle. Voilà le sac bretelle traditionnel. Celui qui fait l'objet de toutes les critiques aujourd'hui. Pourquoi on l'appelle bretelle? Parce qu'il a la forme d'une bretelle, tout simplement. Ici, l'an dernier, on a fabriqué plus de 1 milliard de sacs bretelles. Le principe n'est pas très compliqué. Voilà, donc nous partons de la matière première qui est un granulé, un dérivé du pétrole, c'est de la granule. De la granule, du polyéthylène, évidemment. Ces granulés de plastique sont ensuite chauffés, puis étirés en une sorte de préservatif géant qui s'aplatit après comme un film. Ces grosses bobines sont ensuite déroulées, coupées en 4, gonflées puis soudées et le tour est joué. Chaque heure, 25 000 sacs sortent de ces machines et ils sont vendus 1 centime pièce. Mais en début d'année chez Ribéron, les commandes des grandes surfaces ont chuté, moins 25%. Conséquence, 26 licenciements, 4 machines arrêtées. Voilà, une machine de sac bretelle qui est arrêtée. Vous voyez, il y a de la poussière sur le tapis. Ça fait 1 mois et demi qu'elle est arrêtée. Hein, vous voyez, regardez. Voilà. À terme, c'est toute l'usine qui risquait de fermer. Alors les industriels du coin ont décidé de mettre au point une nouvelle race de sacs plastiques, le Néosac. Il se fabrique lui aussi à base de pétrole. En apparence, il est identique. Mais selon eux, il est biodégradable. Voilà un sac traditionnel. Voilà le Néosac. La différence au niveau qualité du produit est la même. C'est-à-dire que vous avez les mêmes résistances mécaniques. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y aura les mêmes résistances. Le sac est aussi résistant que celui-là. Il n'y a pas de problème. Simplement, c'est sa composition qui fait que ce sac sera biodégradable dans le temps si, par inadvertance, il est dans la nature. Un sac en plastique biodégradable. A priori, on a un peu de mal à y croire. Voilà le principe, démontré par le fabricant. Une petite expérience que j'ai fait chez moi, sous l'étendage de ma chère épouse, qui participe avec moi à l'expérience. Un sac qui a été mis le 25 mai sur l'étendage. Voilà ce qu'il en résulte aujourd'hui. La fragmentation est bel et bien commencée. C'est-à-dire que ça, vous ne l'avez pas découpé vous-même? Ah non, je vous assure. D'ailleurs, aux grandes dames de ma femme qui me dit j'en ai la pleine pelouse, il y en a marre. Ces morceaux deviendraient de plus en plus petits, puis carrément invisibles, pour finir absorbés par la nature en 3 ans.
cela ne convainc pas tout le monde. Polémique sur Neosac. Les industriels doivent prouver l'innocuité de leurs produits. Neosac, une biodégradabilité en débat. Aujourd'hui, en effet, les écologistes doutent de la réelle absorption de ces morceaux par la nature. Pour eux, des particules de plastique restent, même si elles sont invisibles à l'œil nu. Ce n'est donc pas gagné pour le Neosac, d'autant qu'à quelques centaines de kilomètres de là, en Italie, un concurrent sérieux est aussi dans les starting blocks pour remplacer le plastique. À quelques kilomètres de Gênes, nichée dans les Bougainvilliers sur les hauteurs, face à la mer, une maison construite en terrasse. Ah ouais, c'est tout en espalier. C'est tout en espalier. Ouais. Nous sommes chez Bernard Gué, un Marseillais qui a élu domicile ici. Voici ses deux associés italiens, Aldo et Pepe. Et tout en haut, son potager. Vous voulez goûter? Elles sont pas mûres. Si ces derniers temps, Bernard Gué a un petit regain écolo, c'est que depuis un an, il s'est mis à l'amidon de maïs. Jusqu'à présent, avec ses associés, il était lui aussi dans les sacs de supermarchés en plastique et gagnait jusqu'à 100 000 € par mois. Aujourd'hui, il repart quasiment de zéro en commercialisant des sacs à base de maïs. Parce que tout ça, là, vous êtes payé avec le plastique. Ouais. Bon, alors, avec l'amidon de maïs, vous voulez vous payer quoi d'ici quelques temps? Je sais pas. La colline? Non, non, pas du tout. Non, non, pour vivre, revivons cachés. Ouais. Non, non, c'est pas ça. C'est simplement, on a besoin de faire tourner des machines. Et les machines, bon, ben, si elles tournent et qu'elles tournent bien, ben, ça rapporte. Et je suis sûr que c'est un produit qui, à terme, va être énormément utilisé. Les trois hommes travaillent ensemble dans cette usine depuis presque 10 ans. Pepe et Aldo ont l'habitude de suivre Bernard dans ses décisions. C'est lui qui a eu l'idée de passer à l'amidon de maïs, sa dernière marotte. Ça, c'est la matière première. Le procédé est le même qu'avec le plastique. Bernard Gué n'a changé aucune machine. Seuls les granulés sont différents. Ceux-là n'ont plus rien à voir avec le pétrole. Ils sont entièrement à base de maïs comestible. Et voici à quoi ressemble un sac en maïs. Difficile de voir la différence avec le plastique. L'aspect est identique, la résistance aussi. Pepe et Bernard nous le montrent d'une manière peu orthodoxe. C'est n'importe quoi pour nous montrer que c'est un super produit. Un plastique à base de maïs, un procédé qui a été inventé ici dans le nord de l'Italie. Nous sommes dans la plaine du Pô, une région fertile où le maïs pousse à profusion et où s'est installé aussi ce grand laboratoire de recherche privée Novamont. C'est ici que la simple plante verte s'est transformée en une sorte de plastique résistant. Christophe Douki de Boissoudi, un Français commercial dans ce laboratoire, nous montre d'ailleurs que le maïs peut servir à fabriquer tout un tas d'objets. Ça, c'est fait en amidon de maïs? Ça, c'est fait également en Materbi, tout à fait. Tout base amidon de maïs, absolument. Le Materbi, c'est le nom commercial de cette nouvelle matière. Même les cotons-tiges. Ah ben, les cotons-tiges, vous avez des cotons-tiges, des couches pour les bébés. Des cotons-tiges qui ne soient pas biodégradables au centre. Et ça, c'est une couche. Alors ça, c'est une couche culotte, par exemple, qui sont d'ailleurs utilisées dans les hôpitaux, certains hôpitaux. Et même des nonos pour chiens. Aujourd'hui, c'est simple. Tout ce qui est fabriqué en plastique pourrait être remplacé par de l'amidon de maïs. Du tissu et du Materbi, donc c'est totalement imperméable. À l'origine de cette invention révolutionnaire, un petit bout de femme spécialiste de la chimie des polymères. En d'autres termes, une tête pensante. Elle s'appelle Katia Bastioli. Elle a 45 ans. 70 millions d'euros ont été nécessaires pour mettre au point cette nouvelle matière. Aujourd'hui, les recherches continuent, mais la base est toujours la même. Ça, c'est de l'amidon. C'est le même que dans le maïs? Oui, voilà ce qui se passe. On part de l'épi.
Ça, c'est la première étape. La seconde, c'est l'amidon et la troisième, la matière première. Avec ça, on fait des films ou directement des injections pour faire des formes. Surtout, c'est 100% d'origine végétale, totalement biodégradable en quelques jours dans la terre. Alors voilà les objets qui se biodégradent. Alors, jour 1. Alors après 15 jours, 21 jours, 30 jours, 15 jours, 30 jours, etc. Alors les cotons-tiges, là, ça va vraiment... Les cotons-tiges, par exemple, après 7 jours... Au bout de 15 jours dans la nature, il ne restera que le coton. Parce qu'évidemment, le coton est biodégradable. Depuis que ce laboratoire de recherche vend la matière première qu'il a inventée, il est en plein boom. Son chiffre d'affaires double tous les 2 ans et s'élève aujourd'hui à 32 millions d'euros. Avec la suppression de plus en plus généralisée des sacs plastiques, il espère tripler ses ventes d'ici 2 ans. Bernard Guay fabrique ses sacs en maïs avec la matière première des Italiens. Mais pour l'heure, comme il n'en fait pas encore beaucoup, cela lui revient 3 fois plus cher que le plastique. C'est donc plus difficile à vendre. À 58 ans, il doit reprendre son bâton de pèlerin pour trouver de nouveaux clients un à un. Est-ce que ça vous met la pression du coup? Bah, on n'est jamais serein. Hein. Tant que t'as pas réussi ton coup, tu peux pas être ça. Hein. Quand tu sais que quand même, c'est l'argent commun qu'on risque. Ouais. Combien? On a déjà fait 1 million, là. On va encore en faire un à la rentrée. Ça va, hein. 2 millions d'euros d'investissement, Bernard Guay a intérêt à ce que ses sacs en maïs se vendent. Ce jour-là, il a rendez-vous à la Ciotat avec un boucher. Bonjour, monsieur Camille, ça va? Ça va, oui, tu es en route? Ouais, ça va. Chaude, mais enfin, ça va. C'est chaud, ouais. Vous avez reçu l'offre? Oui, j'ai travaillé dessus et ça a l'air pas mal. Et j'ai quelques idées, donc il va falloir qu'on en discute. Ouais. Pardon, je passe. Ah, vas-y. Le boucher n'a besoin que de 50 000 sacs par an. Pour cette quantité, Bernard propose le sac maïs à 12 centimes. C'est beaucoup trop pour l'artisan, qui pour l'instant achète son sac plastique à 3 centimes. Je suis à peu près 4 fois moins cher là-dedans, dans celui-là. Ouais. Donc, le maïs de Bernard est 4 fois plus cher que le plastique. Ça paraît mal parti pour lui. Sauf que ce jour-là, il va avoir une très grosse surprise. Le boucher veut regrouper plusieurs collègues de la région pour faire baisser les coûts. J'en ai parlé au syndicat des bouchers du département. Lors de l'intervention que j'ai faite au bureau syndical, le président m'a dit mais essayez de réfléchir en régional. En régional? Pas en départemental, en régional. Ouais. Donc on est parti sur à peu près sur la même base. On verrait un tirage aux alentours de 3 millions de sacs. On est parti on a fait ça à la louche, c'est pas... Bernard n'en revient pas. Il est venu pour 50 000 sacs, on lui parle dorénavant de 3 millions. C'est comme ça, par la quantité, que les prix peuvent commencer à baisser. À notre image. Si je vous dis qu'on arrive dans les 7,50. Bernard divise son tarif presque par 2, mais il est encore loin des prix du plastique. Plus d'1 million. Le boucher doit réfléchir. Bernard, quant à lui, est surexcité. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Non, mais attends, là on lâche pas. Là, il me voit matin, midi et soir s'il faut. Allez. Bon, tu vois bien. Bernard le sait. Allez, à bientôt. Il est sur un créneau porteur. D'ici 5 ans, je vous appelle la semaine prochaine. Hein. Il n'y aura plus aucun sac de caisse en plastique non biodégradable distribué en France. Dans 15 jours, nous allons aborder le sujet qui préoccupe le plus les Français actuellement, l'emploi, la course au job et surtout le scandale du chômage. Nous allons poser des questions qui dérangent, comme par exemple, pourquoi chômer peut rapporter plus que bosser? À combien s'élève la fraude aux allocations chômage? Voilà, donc là, comme je vous dis, vous avez le contrat de travail qui est fourni, l'attestation destinée à la CEDIC, donc qui est remplie par l'employeur, le certificat de travail et les bulletins de paye. Tout est faux? Tout est faux. Nous répondrons aussi aux questions suivantes. La NPE est-elle vraiment efficace? Et pourquoi l'Angleterre a-t-elle 2 fois moins de chômeurs que nous?
Le Job Center, c'est la NPE, mais c'est aussi la CEDIC. Et c'est Madame Patnaïk qui gère les versements. C'est 81 € par semaine. Vous aurez un virement tous les 15 jours. En France, Mohamed aurait touché 3 fois plus. Mais outre-Manche, le montant est forfaitaire, indépendant de l'ancien salaire. Je cherche un job, bon plan et scandale, c'est dans 15 jours dans Capital. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec François Ducroux, Laurent Huberson, Thibaut de Barberac, Jérôme Dindar, Emmanuel Leclerc et Pénélope Pontet. Tout de suite, enquête exclusive avec un document consacré à la grippe aviaire. Faut-il en avoir peur? Bonsoir. Réagissez à l'émission dans le Forum Capital sur m6.fr.